Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. Si vous êtes auditeur et auditrice assidus de ces podcasts, vous avez déjà entendu à ce micro les chercheurs de l'IDRI expliquer les enjeux de la transition vers une alimentation durable pour épargner les sols et la biodiversité de nos territoires et limiter les émissions de gaz à effet de serre au maximum. Et on a bien compris que la réussite de cette transition se jouait dès l'étape de la production de nos aliments. Alors aujourd'hui, justement, on quitte nos assiettes pour remonter la chaîne jusqu'aux exploitations agricoles. On s'intéresse à nos agriculteurs qui sont donc en première ligne pour à la fois maintenir un bon niveau de production alimentaire et en même temps réussir à le faire dans une logique vertueuse, c'est-à-dire d'une transition agroécologique. Une équation complexe qui se heurte à une première condition sine qua non, qu'il y ait assez de bras pour opérer cette transition. Le renouvellement générationnel des agriculteurs français, c'est le sujet du jour. Et l'experte qui va nous éclairer, c'est Aurélie Catalo, qui dirige, pour ce qui concerne la France, le programme Politiques agricoles et alimentaires de l'IDRI. C'est parti. Bonjour Aurélie Catalo. Bonjour. Premier constat, assurer le renouvellement des agriculteurs, c'est une urgence dont ont conscience à la fois les politiques et les premiers intéressés dans les fermes. Une urgence et une nécessité car le nombre de fermes et de paysans baisse. Oui, tout à fait. Le nombre de fermes et de paysans baisse. Si on regarde les statistiques que nous donne le recensement agricole ces 10 dernières années, on constate qu'entre les années 2010 et 2020, on a 100 000 fermes en moins. Ça veut dire qu'on atteint aujourd'hui environ 416 000 fermes, dont 390 000 en métropole. Et ces fermes, elles ont tendance à grossir. Elles font 14 hectares de plus en moyenne pour atteindre à peu près 69 hectares aujourd'hui. Et surtout, les agriculteurs sont moins nombreux, 18% en moins, et ils vieillissent. Moyenne d'âge un peu plus de 51 ans, c'est-à-dire que c'est 11 ans de plus que la moyenne des actifs aujourd'hui. Mmh. Et le problème, c'est que dans 10 ans, il y a potentiellement 43% d'entre eux qui vont être à la retraite. Ça veut dire qu'on constate qu'à peu près un quart des fermes aujourd'hui sont dirigées ou co-dirigées par un agriculteur qui a plus de 60 ans. Et parmi eux, il y a un quart seulement qui a déjà un repreneur. En fait, ce que nous montrent les statistiques aussi, c'est que près d'un exploitant sur 3, de toute manière, n'est pas remplacé aujourd'hui. Malheureusement, c'est pire dans la plupart des autres pays d'Europe. Bon, on peut s'en rassurer, mais ce serait trompeur. On a quand même un grand besoin chez nous en France d'enrayer ce vieillissement de Ouais. la population agricole. Alors j'imagine que ces statistiques sur, l'âge et le nombre d'agriculteurs ne sont pas, homogènes en fonction, des régions, des filières de production? Absolument, il y a des territoires dans lesquels c'est plus ou moins Ouais. problématique. Par exemple, en Normandie ou sur le littoral méditerranéen, on a plus qu'ailleurs, en moyenne, d'exploitants qui ont plus de 55 ans. Mmh. Et en fait, ce qui compte, c'est vraiment de mettre en face, le nombre d'installations qui se font. Et si je reprends le même exemple, sur le littoral méditerranéen, on constate qu'on a plus d'installations qu'ailleurs. Donc le fait qu'il y ait une population agricole âgée là-bas est en fait un peu moins problématique. D'accord. Et si je prends cette fois, l'entrée des filières, on constate que c'est, dans la production de fruits et en grande culture qu'on a le plus d'exploitants âgés. Mais les filières qui perdent le plus d'agriculteurs, c'est-à-dire, là où les agriculteurs qui arrêtent ne sont que très peu remplacés par de nouveaux agriculteurs, c'est surtout en bovin lait. C'est pas une situation, soudaine, on n'a pas découvert du jour au lendemain que nos agriculteurs étaient trop peu remplacés. Qu'est-ce qui existe déjà pour favoriser le renouvellement des générations? En France, on va dire qu'on a 4 leviers politiques principaux. Premièrement, on a une politique d'installation de transmission nationale qui, chez nous, est en partie gérée par les conseils régionaux. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle une aide aux jeunes agriculteurs et même depuis tout récemment une aide aussi aux nouveaux installés dans le cadre de la PAC, la politique agricole commune, qui est en grande partie négociée au niveau européen. Mmh. Et ces aides, elles sont liées avec un parcours à l'installation, donc qui prépare les nouveaux agriculteurs à s'installer. Troisièmement, on a aussi des mécanismes d'encadrement des prix du foncier et de l'usage des terres agricoles. Mmh. Et enfin, on a tout un volet sur la formation agricole avec des efforts qui sont faits pour essayer de diversifier l'offre et adapter cette offre de formation à des nouveaux publics. Et en même temps, il y a des aides qui existent aujourd'hui et qui vont pas tout à fait dans le bon sens. C'est ça. On constate qu'en parallèle, on a aussi certaines aides qui reviennent un peu à se tirer une balle dans le pied.
Par exemple, je vais toujours parler de la PAC, la politique agricole commune. On alloue dans la PAC majoritairement les aides aux agriculteurs selon la taille de leur ferme. Donc en fait, plus une ferme est grande, plus elle a d'aides, Mmh. et ce, indépendamment du nombre d'agriculteurs qui travaillent dessus. Et ce mécanisme-là, il a été montré qu'il pousse tacitement à l'agrandissement des fermes et qu'il a des conséquences négatives sur l'emploi agricole. Alors bon, ce que vous nous dites, c'est qu'il existe des aides publiques, mais qu'elles ne suffisent pas ou qu'elles ne sont pas bien orientées pour inciter de nouveaux agriculteurs à s'installer. On a donc un problème de nombre d'agriculteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça freine la transition agroécologique? Alors oui, et c'est important, il y a vraiment, un lien entre le fait d'avoir beaucoup d'agriculteurs et la transition agroécologique. Pourquoi? Parce que lorsqu'un agriculteur s'en va et qu'il n'est pas remplacé, soit on a une partie ou la totalité de son activité qui est perdue, c'est par exemple le fait que les animaux vont être vendus et ne jamais être repris, ou alors, les terres que l'agriculteur cultivait vont partir à l'agrandissement d'une ferme voisine, et dans ce cas, on a vraiment des éléments objectifs qui nous montrent que ce phénomène d'agrandissement, c'est une tendance qui est difficilement compatible avec la transition agroécologique. Quelques faits, on constate que les fermes en grande culture les plus grandes, c'est celles qui ont les rotations les plus simples. Mmh. On constate aussi que les fermes laitières les plus grandes sont celles dans lesquelles les vaches, laitières sortent le moins manger de l'herbe. Et en fait, c'est vraiment comme si dans un métier de bureau, on demandait à quelqu'un, de gérer tout d'un coup 50 dossiers au lieu d'en gérer 25 auparavant. Mmh. Logiquement, la personne, elle va avoir moins de temps à consacrer sur chaque dossier et elle va pas prendre le risque, de modifier le processus de gestion des Mmh. dossiers. Donc vraiment, c'est la même chose en agriculture. Quand on appelle de nos vœux à la transition agroécologique, il faut avoir en tête qu'on va avoir besoin Mmh. d'hommes et de femmes, agriculteurs et agricultrices, pour la mettre en Ouais, œuvre. plus de bras et de compétences et peut-être moins de machines. Ça veut dire que c'est une autre démarche, l'agroécologie, et qu'on ne peut pas reprendre n'importe quelle exploitation avec cette logique-là? Tout à fait. Pour faire la transition agroécologique, non seulement on a besoin de bras, mais on a aussi besoin de fermes qui se prêtent à l'exercice de la transition agroécologique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment des fermes qui coûtent pas une fortune à reprendre. Sinon, le repreneur va être obligé de se mettre dans une logique de productivité, dans lequel il va chercher à produire plus à moindre coût en priorité. Mmh. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment un des cœurs du problème parce qu'on a un décalage croissant entre l'offre de ceux qui vendent leur ferme et qui la vendent avec toutes sortes de matériel pour produire beaucoup, Mmh. et la demande des nouveaux agriculteurs qui arrivent, nouveaux agriculteurs qui en général sont dans une logique de Mmh. chercher du sens dans leur activité ou de se mettre plutôt, à faire de la qualité. Si je vous écoute, il faudrait presque, dans l'idéal, que les exploitants opèrent cette transition vers l'agroécologie avant de partir en retraite et de vendre. Peut-être que ce serait un idéal, mais dans la réalité, c'est Ouais. pas exactement comme ça que ça se passe parce qu'en fait, c'est vraiment une contrainte forte aussi que de se lancer dans la transition agroécologique en fin de carrière. En général, d'ailleurs, plus les agriculteurs sont âgés, moins ils sont enclins à s'engager dans la transition agroécologique Mmh. parce que il faut beaucoup de temps pour se projeter dans cette transition. Mais à l'inverse, s'engager dans la transition, ça suppose aussi d'avoir une structure de ferme qui peut résister économiquement à une prise de risque, et donc il faut avoir eu le temps de rembourser une partie des dettes liées à l'installation. Donc Mmh. on a vraiment une fenêtre de tir sur un pas de temps, assez réduit. Pourquoi, puisque tout le monde semble d'accord sur le constat, ça semble si compliqué de mettre en place des politiques publiques, une action politique pour favoriser le renouvellement générationnel et pour aider de nouveaux agriculteurs à s'installer? En fait, sur le constat, tout le monde est d'accord. Favoriser l'installation, c'est bien, mais en fait, il y a beaucoup de divergences pour savoir par où on attaque le problème. Par exemple, si on prend le problème par le fait de lutter contre l'agrandissement, là, il y a une partie des parties prenantes qui vont considérer que ça n'est pas la bonne solution. Donc il y a tout un tas de propositions qui sont mises sur la table pour essayer d'enrayer le problème, mais toutes ont un peu des écueils. Je vais vous donner quelques exemples. Pour proposer des revenus supérieurs à court terme, parce qu'en fait, l'absence de revenus importants en agriculture, c'est vraiment un des gros freins à l'attractivité du métier. Une des solutions, entre guillemets, faciles, c'est d'augmenter les aides aux filières qui sont peu attractives. Mmh. Mais en même temps, le sentiment d'être dépendant aux aides, le sentiment de ne pas pouvoir vivre dignement du prix de vente de la production agricole, c'est un autre des freins qui est souvent Mmh. évoqué pour l'installation de jeunes agriculteurs. Mmh. Un autre exemple, c'est si on s'amuse à vouloir forcer la sortie, le départ des agriculteurs les plus âgés. Mmh.
En fait, ça a été proposé avec, la suppression des aides de la PAC aux plus de 64 ans, mais il y a une petite prise de risque en faisant ça parce que derrière, les retraites agricoles ne sont pas encore tout à fait à un niveau décent, même s'il y a eu une réforme des retraites agricoles, récentes. Ça risque de précariser, Voilà, les il y a un vieux risque un peu de agriculteurs. précarité Mmh. et en plus, comme tous ces agriculteurs, on l'a vu, n'ont pas de repreneurs, il y a une possibilité que la production agricole française baisse un peu Ouais. parce qu'il y a des fermes qui ne vont tout simplement pas être Mmh. reprises. Et enfin, peut-être un autre exemple, beaucoup essayent de suggérer qu'il faille plutôt lier les aides agricoles au nombre d'emplois sur la ferme Mmh. plutôt qu'au nombre d'hectares. Sauf que quand on essaye de se pencher vraiment sur la mise en œuvre concrète de cette idée, on constate que ça pose plein de questions. Par exemple, est-ce qu'on compte les travailleurs saisonniers? Est-ce qu'on compte les aidants familiaux? Est-ce qu'on vérifie que les gens qui sont déclarés comme agriculteurs sont Mmh. vraiment actifs au Mmh. quotidien sur la ferme? Alors on touche du doigt toute la complexité de cette question, essentielle. Comment permettre le renouvellement de nos agriculteurs tout en favorisant une production alimentaire durable? Une grande concertation a été lancée, à la toute fin 2022 pour 6 mois et après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, d'abord, il faut laisser le temps à cette consultation de se faire. C'est une consultation qui a été pensée par le ministre de l'Agriculture en 4 axes. Un axe sur l'orientation et la formation, un axe sur la transmission, un axe sur l'installation des jeunes agriculteurs et enfin un axe sur la transition et l'adaptation face au climat. Mmh. Et c'est une consultation qui est importante pour le gouvernement puisque cette loi d'orientation agricole a vocation à être un peu le dossier agricole phare de ce quinquennat et à apporter une réponse politique enfin à l'enjeu du défi du renouvellement générationnel. Le projet de loi est prévu pour fin juin 2023. Et nous voilà bien informés pour, mieux comprendre l'enjeu de ce qui est discuté actuellement. Merci beaucoup Aurélie Catalo, à bientôt. Merci, au revoir. C'est la fin de ce coup de projecteur, sur, le renouvellement générationnel des agriculteurs qui est, urgent et nécessaire, on l'a compris. Vous retrouvez, tous les podcasts sur le site de l'IDRI, I2DRI, ou sur les plateformes en cherchant Cap sur la transition. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur les comptes, LinkedIn et Twitter de l'IDRI. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.